que vous avez déjà vu ce matin. Et après, on a le docteur Nathalie Itzard qui s'occupe des consultations versant hémorragique à la Riboisière aussi, qui viendra vous faire un topo. Donc moi, j'ai 2 topos. Le premier topo sur les syndromes hémorragiques, donc avec des petits rappels d'hémostase et aussi pour voir quel test on peut demander en fonction des pathologies qu'on suspecte. Oui, bien sûr. En fonction des pathologies qu'on suspecte, de l'hémostase primaire, de la coagulation et les explorations donc, à prescrire et leur interprétation. Et ensuite, on fera des petits cas cliniques. On verra un peu de pathologie aussi. Voilà. Donc, en ligne, si vous avez des soucis, oui, vous me dites là dans la discussion. Normalement, ça marche bien. Donc, les syndromes hémorragiques, donc on va voir d'abord l'exploration biologique de l'hémostase et son interprétation. Donc, au niveau de la physiologie de l'hémostase, vous savez que lorsqu'on a une lésion vasculaire, on va avoir la mise en place de la coagulation, de l'hémostase primaire et de la fibrinolyse. Donc, attendez, je vais laisser rentrer un peu tout. Dépêchez. Il y a encore du monde derrière vous ou pas? Juste que je repasse tout. Donc, en cas de lésion vasculaire, vous avez mis en place d'abord de l'hémostase primaire, qui est un phénomène rapide avec une vasoconstriction immédiate, l'adhésion des plaquettes qui prend quelques secondes et l'agrégation plaquettaire quelques minutes. Ensuite vient en place la coagulation. Donc là, on schématise un peu, mais en fait, tout est imbriqué, tout intervient quasiment au même moment, avec l'activation des facteurs de la coagulation et la formation de fibrine qui prend quelques minutes. Et vous allez avoir la formation du caillot fibrinoplaquettaire qui plus tard va être dissous via la fibrinolyse qui s'active en quelques minutes, mais par contre, la lyse du caillot prend quelques heures. Un schéma important à retenir pour ensuite comprendre aussi l'interprétation des bilans d'hémostase et qu'est-ce que vous devez demander quand vous avez des pathologies de l'hémostase. L'hémostase primaire va faire intervenir l'endothélium vasculaire, les plaquettes, mais plus précisément les glycoprotéines plaquettaires, les facteurs plasmatiques comme le facteur Willebrand, le fibrinogène, alors que la coagulation va faire intervenir les facteurs plasmatiques et les membranes plaquettaires. On va avoir la formation d'un caillot fibrinoplaquettaire, comme on l'a vu tout à l'heure, et la fibrinolyse pour dissoudre ce caillot. Donc, quand on a un saignement anormal qui est dû à une altération de l'hémostase, on peut rencontrer ces phénomènes dans plusieurs contextes, médicaux, chirurgicaux, en obstétrique. On va avoir la révélation d'une pathologie sous-jacente, parfois au moment où on fait les bilans. On peut avoir des désordres de l'hémostase et on va s'interroger sur l'orientation diagnostique, l'interrogatoire qui est vraiment primordial. On va y revenir après et puis Nathalie vous redonnera des exemples. L'examen clinique évidemment et la mise en évidence éventuellement de signes de gravité du syndrome hémorragique. Donc, quand on a un syndrome hémorragique aigu, on essaye de faire la part des choses. Est-ce que c'est une anomalie de l'hémostase primaire ou est-ce que c'est une anomalie de la coagulation? Donc, quand on a des pathologies de l'hémostase primaire, on va avoir des hémorragies qui vont être provoquées, notamment cutanéo-muqueuses. Donc, on peut avoir des syndromes hémorragiques au moment d'intervention ORL, d'extraction dentaire. Donc, c'est un point important aussi à demander aux patients quand vous faites l'interrogatoire. Vous leur demandez des interventions chirurgicales, ils vous disent non, j'en ai pas eu. Par contre, si vous leur demandez spécifiquement est-ce que vous avez déjà eu des extractions dentaires, ils vont vous répondre ah bah oui, on m'a enlevé les dents de sagesse, ça a saigné ou pas. Enfin, voilà. Donc toujours bien de penser aux extractions dentaires, le postpartum, les circoncisions, les médicaments qui vont être impliqués dans l'altération de l'hémostase primaire, ça va être les anti-agrégants plaquettaires et on y reviendra après, mais les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, ça faut bien le connaître parce que ça peut donner des thrombopathies acquises. Donc ça fait partie de l'interrogatoire et on va avoir essentiellement des hémorragies cutanéo-muqueuses plutôt immédiates. Alors que quand on est face à des anomalies de la coagulation, on va avoir des hémorragies provoquées au moment de chirurgie, par exemple, en postpartum. Les médicaments impliqués, vous l'avez déjà vu ce matin, c'est les anticoagulants. Toujours faire la part des choses sur les antécédents personnels et familiaux du patient. Et à l'examen clinique, on aura plutôt des hémorragies profondes de type hématome ou hémarthrose et retardées. Donc ça nous aide pour les examens biologiques d'orientation face à un syndrome hémorragique. Donc là, c'est illisible. C'est les scores hémorragiques qu'on peut calculer. Donc là, c'est le score ISTH BAT en fait, qu'on calcule. On pose des questions en fait, au patient s'il a des épistaxis, des hémorragies cutanéo-muqueuses. À la fin, on fait un score. En fait, on pondère chaque question de 1 à 4. Et on a des valeurs normales pour les hommes quand on a un score entre 0 et 3 et pour les femmes entre 0 et 5. Donc ça, c'est un des scores qui est utilisé. Donc c'est le score ISTH BAT qu'on utilise régulièrement. Il y a aussi le score de Toseto.
Donc, c'est des scores pour évaluer l'anamnèse hémorragique du patient. Donc, quand on va avoir des saignements cutanéo-muqueux, on va s'orienter plutôt vers des anomalies de l'hémostase primaire. Des saignements retardés, on peut avoir des anomalies de la fibrinoformation, de la fibrinolyse, on y reviendra. Et quand on a un phénotype hémorragique et parfois associé à des événements thrombotiques, il faut penser aux anomalies du fibrinogène avec les hypodysfibrinogénémies, par exemple. Mais bien avoir à l'esprit qu'on n'a aucun signe hémorragique qui est vraiment spécifique d'un déficit précis. Donc, il faut vraiment qu'on explore l'hémostase pour aller plus loin. Donc, dans les examens biologiques d'orientation diagnostique, donc ça, vous les connaissez tous à peu près. Donc, on a l'hémogramme, évidemment, à la recherche d'une thrombopénie avec un risque hémorragique si les plaquettes sont inférieures à 50 gigas. On va apprécier un syndrome hémorragique sur la présence d'une éventuelle anémie. On peut explorer l'hémostase primaire. Donc ça, c'est important d'avoir une numération plaquettaire suffisamment importante parce qu'on va tester les fonctions des plaquettes. Donc si on n'a pas assez de plaquettes, si vous avez un patient qui a 20 000 plaquettes, on ne va pas réussir à étudier l'hémostase primaire, sera forcément perturbé. Donc, on peut faire un temps d'occlusion plaquettaire sur PFA, on va le développer pour mettre en évidence une thrombopathie, une maladie de Willebrand ou un Willebrand acquis. Des bilans de coagulation avec TP, TCA, fibrinogène et les facteurs, et puis évidemment les groupes sanguins et les RAI si le patient doit être transfusé. Donc maintenant, on va passer au cœur du sujet. Donc, pour l'hémostase primaire, on a vu tout à l'heure dans le petit schéma, on avait vraiment des grands acteurs de l'hémostase primaire qui sont les plaquettes, le facteur Willebrand, le fibrinogène. Donc, quand on a une pathologie hémorragique cutanéo-muqueuse, il faut explorer ces paramètres-là. Donc, les plaquettes, vous savez que c'est des petits fragments cellulaires anucléés. Elles ont une durée de vie de 7 à 10 jours et elles ont plusieurs récepteurs plaquettaires, on y reviendra après. Et elles possèdent également dans leur cytoplasme beaucoup de granules qui vont contenir du Willebrand, du fibrinogène, du facteur 5. Pour les granules alpha, par exemple, il y a les granules denses qui vont contenir de la sérotonine, de l'ADP, de l'ATP. Donc, ces petites molécules, elles sont impliquées dans l'hémostase primaire. Elles vont permettre, d'une part, vous voyez, vous avez les plaquettes ici qui sont à l'état inactivé, qui sont sous une forme, on va dire, ronde. Et lorsqu'on va avoir une lésion vasculaire, elles vont pouvoir se lier justement au sous-endothélium. Vous avez des interactions entre les plaquettes et le facteur Willebrand via la GP1B plaquettaire, mais également des liaisons des plaquettes directement au sous-endothélium via la GP6. Et vous avez les plaquettes, une fois que vous avez l'adhésion plaquettaire qui est faite, vous allez avoir une activation des plaquettes avec une libération de certains médiateurs comme de l'ADP, du thromboxane A2, et vous allez avoir une agrégation plaquettaire où là, les plaquettes, en fait, elles vont changer de forme, elles vont émettre leur pseudopode, elles vont s'activer et vous allez avoir l'agrégation plaquettaire grâce à une liaison, le fibrinogène qui fait un pont en fait entre deux plaquettes via la GP2B3A. Et ensuite, vous avez en fait la plaquette qui est la surface de catalyse où en fait vous allez avoir la surface qui va activer la coagulation. La coagulation se fait à ce niveau-là et vous allez avoir toute la cascade de la coagulation qui va se former pour former le clou fibrinoplaquettaire. Donc, tout est intimement lié. Donc, pour la numération plaquettaire, la normale, donc, c'est en 5400, ça vous connaissez. On regarde systématiquement le frottis sanguin si on a une numération plaquettaire diminuée pour voir si on a des plaquettes normales, si on n'a pas d'amas plaquettaire ou alors si on a des anomalies morphologiques des plaquettes, donc des macroplaquettes, des plaquettes des granulés, par exemple. Ensuite, au laboratoire d'hémostase, dans certains laboratoires spécialisés, ce n'est pas fait dans tous les laboratoires, on peut explorer les fonctions plaquettaires pour mettre en évidence une éventuelle thrombopathie. Donc, ces tests d'agrégation plaquettaire, ils sont faits sur du plasma riche en plaquettes. Donc, il faut que vos patients aient une numération plaquettaire relativement normale, au moins au-dessus de 100 000, c'est ce qu'on préconise, pour pouvoir tester ces fonctions plaquettaires. Sinon, on va avoir du mal à faire la part des choses. Donc, on prend le plasma riche en plaquettes. Donc, après, tout est discutable en fonction des pathologies, mais on prend du plasma riche en plaquettes, on ajoute un activateur, un agoniste qui peut être de l'ADP, par exemple, et on regarde en fait, quand vous avez le milieu avec les plaquettes qui sont en suspension, vous avez un milieu en fait qui est trouble. Et au fur et à mesure que vous ajoutez un inducteur, donc on les ajoute un inducteur par cupule, on ne met pas tout en même temps, on met par exemple dans une cupule, on va mettre l'ADP, et vous allez avoir, une fois qu'on ajoute cet inducteur, le milieu qui va s'éclaircir. Et c'est ce qu'on mesure en fait dans une courbe d'agrégométrie.
on voit en fait la quantité de lumière qui va être proportionnelle à l'éclaircissement du milieu et on va voir si le patient répond correctement à tel ou tel agoniste. Et ensuite, on peut mettre en évidence des pathologies qui sont associées à des anomalies de sécrétion des plaquettes, par exemple, ou d'autres. Ensuite, on peut faire de la cytométrie en flux aussi pour voir les plaquettes. Donc, on va regarder cette fois-ci les glycoprotéines qui sont à la surface des plaquettes pour mettre en évidence certaines pathologies plaquettaires avec des défauts justement de ces récepteurs. Et ce qui est un peu plus répandu dans les laboratoires d'hémostase, c'est le temps d'occlusion plaquettaire. Donc, c'est aussi un test qu'on fait au laboratoire où, en fait, c'est un analyseur qui reproduit des conditions de la microcirculation où les forces de cisaillement sont très élevées. Et on va utiliser du sang total qui ne doit pas passer par les pneumatiques quand vous avez des pneumatiques dans vos hôpitaux. Et on va mesurer le temps d'obstruction en fait, de la membrane. Je vais vous montrer sur un schéma juste après. Et c'est des tests qui ont une bonne reproductibilité, qui sont assez sensibles à la maladie de Willebrand. Pas spécifique d'une maladie de Willebrand donnée, mais ça nous donne déjà un argument pour une maladie de Willebrand ou un syndrome de Willebrand-Taki quand on a un allongement du temps d'occlusion plaquettaire. Pour les thrombopathies, c'est un petit peu moins spécifique quand même. On doit quand même passer par les tests d'avant qu'on a vu, les tests d'agrégation plaquettaire, de cytométrie en flux. Mais par contre, le temps d'occlusion plaquettaire, c'est quand même assez simple et rapide pour dépister éventuellement une maladie de Willebrand ou un Willebrand-Taki. Mais par contre, on devra faire des explorations complémentaires du Willebrand, évidemment. Donc, le temps d'occlusion plaquettaire, vous avez une membrane comme ça qui est cotée avec du collagène, avec de l'ADP ou de l'épinéphrine. Vous avez le flux qui est très, 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 très fort. En fait, on se met vraiment dans les conditions de microcirculation et on va mesurer en fait le temps d'obstruction du trou qu'on a ici. Et plus le temps va être allongé, plus vous allez avoir un problème au niveau des fonctions plaquettaires ou du Willebrand. Donc, le Willebrand, c'est la protéine qui est indispensable à l'adhésion des plaquettes au sous-endothélium, on l'a un peu vu tout à l'heure, mais aussi à l'agrégation des plaquettes dans la microcirculation. Donc, le Willebrand, il a vraiment un rôle clé, vous voyez, ici pour l'agrégation plaquettaire, pour l'adhésion des plaquettes déjà au sous-endothélium et pour leur agrégation. Donc, le Willebrand, ce qui est important de connaître, c'est que c'est déjà une molécule qui est multimérique. C'est une association de monomères, endimères, tétramères, hexamères, multimères de haut poids moléculaire. Et c'est ces multimères ici qui ont la propriété en fait, d'être hyperadhésifs. C'est comme une colle en fait. Et c'est une protéine qui va être synthétisée par les cellules endothéliales, les mégakaryocytes. Elle est stockée dans les corps de Weber-Palade des cellules endothéliales et dans les granules alpha plaquettaires. Et vous allez avoir comme fonction du Willebrand une intervention dans l'hémostase primaire, comme on l'a vu avant, mais aussi dans la coagulation, puisqu'en fait, il transporte le facteur 8 et il le protège. Donc, quand on demande un bilan Willebrand, on demande toujours le 8 et le Willebrand. Donc, le Willebrand, on regarde toujours l'activité et la protéine Willebrand. Donc, pour explorer le Willebrand, on fait des tests de premier niveau. Ces tests de premier niveau, on les fait dans beaucoup de laboratoires de CHU. On fait systématiquement activité du facteur Willebrand, l'antigène du facteur Willebrand, donc la protéine, et l'activité du facteur Willebrand. Parce que ces trois tests sont vraiment indissociables. On doit regarder si on a des dissociations entre l'activité et l'antigène, par exemple, du facteur Willebrand. Si on a des dissociations entre le Willebrand et le facteur 8, ça ne va pas être la même interprétation, ça ne va pas être le même diagnostic à la fin et ça ne va pas être les mêmes explorations complémentaires. Donc, on doit systématiquement faire ces trois tests et s'ils sont normaux et qu'on suspecte une maladie de Willebrand, on doit les refaire, toujours refaire ces tests parce qu'il y a quand même une grande variabilité et il suffit qu'il y ait un petit syndrome inflammatoire. Le Willebrand et le 8, ils augmentent en cas de syndrome inflammatoire. Donc, interpréter un bilan Willebrand chez un patient qui a 10 grammes de fibrinogène, c'est pas possible. Il faut toujours le refaire à distance quand on peut du syndrome inflammatoire. Donc, le Willebrand, il va être interprété en fonction du groupe ABO du patient, puisqu'en fait, vous allez avoir des taux de Willebrand qui vont être un peu plus bas chez les patients de groupe sanguin O. En fonction du syndrome inflammatoire, donc si vous prenez les valeurs du Willebrand normal, c'est 50%, 150%. Si vous avez un patient qui a 80 ans, normalement, il doit avoir un Willebrand qui monte avec l'âge. Donc, s'il a 50% de Willebrand à 80 ans, avec par exemple 6 grammes de fibrinogène, ce n'est pas normal.
Donc, quand on interprète un bilan Willebrand, on ne l'interprète pas en fonction des bornes, on l'interprète en fonction du groupe sanguin, de l'anamnèse hémorragique, du fibrinogène, de l'âge et du groupe sanguin ABO. On calcule systématiquement des ratios. Et on peut faire d'autres examens qui ne sont pas faits quand même dans tous les laboratoires, la RIPA, le test d'agrégation plaquettaire en présence de ristocétine, qui nous permet de mettre en évidence des anomalies en fait, de fonction du facteur Willebrand. Et c'est ce qu'on retrouve dans la maladie de Willebrand de type 2B, mais je n'aurai pas le temps d'y revenir spécialement aujourd'hui. Donc, c'est des tests de premier niveau qui sont réalisés quand même dans la plupart des laboratoires. Et quand on veut infirmer ou affirmer une maladie de Willebrand, on doit toujours le faire au moins à 2 reprises. Il faut vraiment répéter ces bilans. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a des tests de second niveau qu'on va plutôt utiliser pour l'exploration d'un déficit en facteur Willebrand. Vous allez avoir le test de liaison du facteur Willebrand à ses ligands, puisque le Willebrand, il a la propriété de se lier aux plaquettes, de se lier au facteur 8, de se lier au collagène, comme on a vu tout à l'heure. Le dosage également du propeptide du facteur Willebrand et l'étude de la répartition des multimères de Willebrand, ce qui nous permet de classer en fait les différents types de maladies de Willebrand constitutionnelles. Et on peut aussi en avoir besoin, on y reviendra après, pour les syndromes de Willebrand acquis. Donc, ces tests sont plutôt réalisés par des laboratoires experts, donc ce n'est pas fait en première intention. Et c'est soumis à différentes valeurs biologiques qui sont importantes pour justement réaliser ces tests, pas en première intention. Et le fibrinogène, qui lui intervient à la fois dans l'hémostase primaire et aussi dans la coagulation, il est synthétisé par le foie. Donc, si on a une insuffisance hépatique, on aura évidemment un fibrinogène un peu bas. La concentration plasmatique est comprise entre 2 et 4 grammes. Et au niveau de la structure, vous avez 3 chaînes, alpha-2, bêta-2 et gamma-2, un domaine central E et 2 domaines latéraux D. Et il intervient donc en hémostase primaire. Il va faire le pont, comme on a vu tout à l'heure, entre les plaquettes. Et au niveau de la coagulation, on va y revenir. C'est le substrat final de la coagulation. Au niveau de la coagulation plasmatique, donc vous savez que pour la coagulation, en fait, on va avoir plusieurs acteurs. On va avoir des sérines protéases, on va avoir des cofacteurs, le facteur 5, le facteur 8. On va avoir besoin de calcium, on va avoir besoin de phospholipides. Il y a aussi des inhibiteurs de la coagulation. Et l'objectif, c'est de faire un caillot de fibrine. Donc pour ça, on a besoin de la thrombine. Donc on va avoir tout d'abord une initiation de la coagulation par la voie du facteur tissulaire. Vous avez le facteur 7 qui se lie au facteur tissulaire pour former le complexe facteur 7 activé, facteur tissulaire, qui commence à transformer le facteur 10 en facteur 10 activé. Et ces traces de facteur 10 activé vont permettre en fait de commencer à former la thrombine qui va activer les cofacteurs de la coagulation, le 5A, le 8A. Et ensuite, vous allez avoir une amplification de la coagulation avec la voie du système contact, donc au niveau kininogène au poids moléculaire, précalicréine, facteur 12 activé et le 11 en 11 activé. Et vous allez avoir la cascade de la coagulation qui va se mettre en place avec la formation de 9 activés, de 10 activés, de thrombine et la transformation ultime du fibrinogène en fibrine. Donc, tout ça est régulé par des inhibiteurs. Ça, vous l'avez vu ce matin avec Virginie et Maxime. Donc, ça, je leur laisse. Donc, pour explorer la coagulation, on a 2 tests de routine, entre guillemets. Le TCA, en fait, on utilise une céphaline qui contient des phospholipides. On a toujours besoin d'un activateur et de calcium pour pouvoir déclencher la coagulation. Et le TCA, il va explorer la phase contact. Il va explorer la voie endogène de la coagulation avec les facteurs 8, 9, 11, 12 et la voie commune avec le 5, le 2 et le 10. Donc, un ratio de TCA doit être inférieur à 1,20, un ratio normal. Et vous avez l'ETP, on utilise une thromboplastine qui contient aussi des phospholipides et du facteur tissulaire, du calcium, et qui nous permet d'explorer la voie exogène de la coagulation et la voie commune. Alors, attendez, j'ai quelqu'un qui a levé la main. Alors, je ne sais pas ce que je dois faire. Alors, quelle est la différence entre Willebrand activité et RIPA? D'accord, donc je reviens sur le Willebrand. Alors, c'est complètement différent. Le Willebrand activité, on va tester l'activité cofacteur de l'aristocétine du facteur Willebrand. Donc, on va mesurer l'aspect fonctionnel du facteur Willebrand. Et la RIPA, c'est un test en fait d'agglutination
Donc, on teste aussi ces fonctions, mais c'est une fonction plaquettaire où en fait, on prend du plasma riche en plaquettes, on va rajouter une concentration qui va être différente en fait de ristocétine et on va regarder si le patient agrège aux fortes doses de ristocétine, ça c'est ce qui est attendu. Et normalement, aux faibles doses de ristocétine, le patient ne doit pas d'avoir d'agglutination plaquettaire. Et par contre, si le patient a une agglutination, ce qu'on appelle une agglutination paradoxale aux faibles doses de ristocétine, ça met en évidence une maladie de Willebrand de type 2B. En fait, c'est une maladie de Willebrand où le Willebrand a une affinité très élevée pour les plaquettes. Donc, c'est un test complémentaire de l'activité Willebrand. Et c'est fait dans certains cas, pour exploration d'un 2B. Donc, je reprends sur la coagulation. Donc, vous avez le TCA et le TP qui sont les tests de routine d'hémostase. Donc, le TP, on va avoir des normes supérieures à 70%. Quand on est chez la femme enceinte, pendant la grossesse, on a tous les facteurs de la coagulation qui augmentent, sauf le facteur 11. Et on a un TP, normalement une valeur normale qui est au-dessus de 80% en fin de grossesse. Donc, les facteurs de la coagulation, ils ont la propriété d'être synthétisés par le foie. Donc, je me suis trompée, c'est le facteur 8 qui est synthétisé par l'endothélium, je corrigerai. Vous avez des facteurs qui sont vitamine K dépendants, donc le 2, le 7, le 9, le 10. Et ils ont tous des demi-vies différentes, donc c'est important de les connaître quand vous interprétez des bilans d'hémostase, de bien voir que par exemple le facteur 7, c'est celui qui a la demi-vie la plus courte. Donc en début de carence en vitamine K, c'est le 7 qui va diminuer en premier. Donc, pour vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on fait un TP, donc le TP, vous avez vu tout à l'heure, il explore la voie exogène de la coagulation et en fait, on mesure un temps de coagulation. Donc, ce qu'on fait, on prend du plasma du patient, on rajoute un réactif qui est de la thromboplastine tissulaire calcique qui est chauffée à 37 degrés. Et ensuite, on déclenche, l'automate déclenche un chronomètre et on va mesurer le temps de formation du caillot. Donc, soit le temps va être rapide, va être court. Dans ce cas-là, on aura un TP normal. Par contre, si vous avez un temps qui est très, très long, là, vous allez avoir un TP qui va être très bas. Et dans ce cas-là, il va falloir explorer les facteurs du TP, donc le 2, le 5, le 7, le 10, pour pouvoir voir où est le fibrinogène, pour voir justement quel est le facteur déficitaire ou quels sont les facteurs déficitaires. Et en fonction, vous aurez les arbres décisionnels pour voir les examens complémentaires à faire. Ça a aussi un intérêt pour le suivi des traitements par AVK, pour l'INR, qui est normalisé. Comme ça, on peut comparer grâce à l'INR un résultat qui a été fait, par exemple, à la Riboisière du résultat qui a été fait dans le labo privé en bas du domicile du patient. Je ne sais pas quand est-ce que je vous ai perdu. Ouais. Bon, je pense que vous nous avez perdu, donc pas pour très longtemps, mais du coup, j'ai perdu mon diaporama. Voilà, on est reparti. Et donc, on fait le TCA du coup pour dépister un déficit en facteur 8, 9, 11, 12 à la recherche d'un lupus anticoagulant. Les suivis de traitement par héparine, c'est plutôt l'activité anti-DISA. Donc, on peut faire des épreuves de correction du TCA. Ça, vous avez dû les apprendre dans les cours. On mélange à partie égale malade plus témoin. Si le TCA est corrigé, on va être plutôt en faveur d'un déficit en facteur, puisqu'en fait, avec le plasma témoin, vous avez apporté un potentiel facteur déficitaire. Donc, le TCA, le mélange malade plus témoin, vous allez avoir un TCA corrigé. Par contre, s'il n'est pas corrigé, ça peut être en faveur d'un anticoagulant circulant. Donc, il faudra également faire des explorations complémentaires si le patient a thrombosé ou si vous avez une maladie auto-immune chez ce patient. Ensuite, pour la mesure des facteurs de la coagulation, on prend également le réactif du TP pour faire les facteurs du TP
ou les réactifs du TCA pour faire les réactifs, les dosages des facteurs 8, 9, 11, 12. Et pareil, vous mesurez un temps de coagulation et plus ça va être long pour faire le CAIO, plus vous allez avoir des facteurs qui vont être bas. Donc, c'est comme ça qu'on raisonne au laboratoire. Et le fibrinogène, on mesure aussi un temps de coagulation en présence de thrombine en excès. Et on a des courbes ensuite qui nous donnent, en fonction du temps de coagulation mesuré, une concentration entre 2 et 4 grammes pour les valeurs normales. Donc maintenant, on va passer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, comment est-ce qu'on interprète un bilan d'hémostase? Donc, ça, c'est des schémas qu'il faut que vous ayez bien en tête pour pouvoir interpréter, pour que ça devienne un peu plus réflexe quand vous êtes confronté à un TP diminué, par exemple, inférieur à 70%. La première question à se poser, c'est est-ce que j'ai un traitement anticoagulant chez ce patient-là? Donc là, on passe nos journées à appeler les services cliniques pour savoir s'il y a un traitement, parce qu'on ne va pas interpréter le bilan d'hémostase de la même manière. Donc, s'il y a un traitement par AVK, évidemment, vous allez avoir un TP bas, des facteurs vitamine K dépendants bas, un 5 qui normalement est normal. Les AOD, ça perturbe tout. Ça, vous avez dû voir avec Virginie ce matin et Maxime. Les AOD, c'est des interférences analytiques. Donc, en fait, interpréter un bilan d'hémostase sous AOD, c'est compliqué. Si on veut vraiment interpréter un bilan d'hémostase, il faut qu'on n'ait pas d'AOD. Il faut qu'on soit de préférence avant la prise de l'AOD. Comme ça, on est vraiment en résiduel et on a moins d'interférences. Donc, pareil, si on a un surdosage en héparine, dans nos réactifs, on a des inhibiteurs de l'héparine, mais si vous êtes en grand surdosage, le TPI va être faux également. Donc, s'il n'y a pas de traitement anticoagulant, là, on peut utiliser nos arbres décisionnels. Donc, si vous avez un TCA qui est normal, on va plutôt être sur des facteurs vraiment déficitaires au niveau du TP. Donc, on peut avoir une diminution de tous les facteurs 2, 5, 7, 10 et du fibrinogène. Donc, on peut suspecter une insuffisance hépatocellulaire. On peut avoir un 5 et un fibrinogène normal, enfin les deux sont normaux, mais une diminution du 2, du 7 et du 10. Donc, on peut être face à une hypovitaminose K. Et quand on a juste le 7 qui est bas, ça peut être l'introduction récente d'un traitement par AVK, ça peut être un début de carence par vitamine K. Vous vous souvenez que le facteur 7, c'est celui qui a la demi-vie la plus courte. Et on peut avoir des déficits isolés en facteur 7, congénital ou acquis, qui restent quand même très rares. Par contre, si vous avez TP diminué et TCA allongé, là, on va évidemment toujours doser les facteurs du TP et le fibrinogène. Soit ils sont normaux et on peut avoir un anticoagulant circulant puissant. On fera la recherche dans certaines, on a des recommandations, si le patient thrombose, s'il y a une maladie auto-immune, s'il y a une pathologie vasculo-placentaire. Si on a un déficit en 2, 5 ou 10, ça peut être un déficit acquis ou congénital. Donc, il faudra toujours faire la part des choses et pousser un peu les explorations, voir si on a des anticorps antifacteurs. Si on a le 5, le fibrinogène normal, et juste le 2, le 10 qui diminue, on peut avoir une hypovitaminose K. Et quand on a tout qui est bas, il faut d'abord éliminer une hémodilution, un mauvais prélèvement, et ça peut être une CIVD, donc là, il faut voir le contexte clinique, une fibrinolyse ou une insuffisance hépatocellulaire. Pour le TCA, même combat, le contexte clinique, le traitement anticoagulant. Les AOD, ça va pareil perturber notre test d'hémostase. Il n'y a que le fibrinogène qui n'est pas touché par l'interférence des AOD. Les héparines, ça va également modifier le TCA. Donc, quand on a un TCA allongé, il faut absolument exclure un risque hémorragique. Un TCA allongé, vous n'avez pas le droit de faire un geste invasif tant que vous n'avez pas exploré les facteurs de la voie endogène qui peuvent être, un déficit peut être associé à un risque hémorragique sévère. Donc, si vous dosez les facteurs 8, 9, 11, 12, et que vous avez un déficit en 12, un 12 à 2%, on autorisera une chirurgie. Il n'y a aucun risque hémorragique avec un déficit en 12. Par contre, si vous avez un déficit en 8, en 9 ou en 11, là, on a un risque hémorragique. Et il faut voir le taux pour justement voir si c'est par exemple pour un déficit en 8, une hémophilie A mineure, sévère, modérée, une hémophilie acquise. Donc, il faut faire des explorations complémentaires. Pareil pour le 9 et le 11. On n'a pas toujours une bonne corrélation entre les déficits en 11 et l'anamnèse hémorragique du patient. Il y a des patients qui vont avoir 25% de 11 et qui ne vont jamais saigner. Et il y a des patients qui vont avoir 30% de 11 et à peine vous allez les toucher, ça va être cataclysmique. Donc, c'est vraiment pas corrélé. C'est vraiment l'interrogatoire qui prime pour les déficits en 11. Et quand vous faites le test de correction, il faut quand même se méfier un peu du test de correction.
quand vous avez une forte suspicion de déficit en facteurs, il faut vraiment doser les facteurs. Donc, en gros, logiquement, quand on a un indice de Rosner supérieur à 15%, c'est plutôt en faveur d'un anticoagulant circulant, mais ça peut être aussi un antifacteur. Donc, il faut faire attention aux recherches d'ACC quand vous avez une hémophilie acquise que vous voulez diagnostiquer. Il faut quand même faire évidemment les dosages des facteurs 8, 9, 11, 12 et pas s'asseoir juste sur le résultat du test de correction du TCA. Au niveau de la fibrinolyse, donc, on a vu que c'était le processus physiologique qui permettait de limiter l'extension du thrombus et à l'éliminer quand on avait une réparation du vaisseau et d'avoir un équilibre. Il y a toujours un équilibre dans la coagulation pour maintenir la fluidité du sang. Donc, on va voir pour la fibrinolyse, donc elle est régulée par des activateurs et des inhibiteurs. Donc là, vous êtes au niveau du sous-endothélium où vous avez le caillot vous avez la fibrine. À ce niveau-là, on a les activateurs de la fibrinolyse, donc l'UPA et le TPA, l'activateur tissulaire du plasminogène, qui lui est synthétisé par les cellules endothéliales, mais qui ne va pas être actif quand il est synthétisé, parce qu'en fait, il est tout de suite complexé à son inhibiteur, le PAI-1, qui lui est synthétisé par les cellules endothéliales principalement. Mais par contre, quand on a un caillot de fibrine, le TPA, en fait, il a une forte affinité pour la fibrine, et il va venir transformer le plasminogène en plasmine et donc activer la fibrinolyse. Un autre inhibiteur, c'est les alpha-2 antiplasmines et alpha-2 macroglobulines qui sont synthétisés par le foie et qui vont inhiber la plasmine. Et le troisième, c'est le TAFI qui lui est activé par le complexe thrombine-thrombomoduline qui va enlever en fait les résidus arginine et lysine au niveau de la fibrine et qui va lui faire perdre en fait l'affinité du plasminogène pour la fibrine. Donc, en fait, je reprends. Le TAFI, il élimine les résidus lysine et arginine au niveau de la fibrine et empêche justement la liaison plasminogène-fibrine. Donc, lui aussi, il est synthétisé par le foie. Donc, au niveau de la fibrinolyse, vous allez avoir donc, le fibrinogène. La plasmine, en fait, elle ne dégrade pas que le plasminogène. Elle va également dégrader le fibrinogène et vous allez avoir les produits de dégradation du fibrinogène. Vous avez la thrombine qui va former les monomères de fibrine et vous allez avoir les polymères de fibrine qui sont stabilisés par le facteur 13 activé. Donc, quand on a des saignements retardés, par exemple, et également quand on a des saignements hémorragiques cérébraux ou quand il y a des gros syndromes hémorragiques à la chute du cordon chez les nouveau-nés, il ne faut pas oublier de demander le facteur 13 parce que lui, il intervient après. Et en fait, on ne le voit pas sur les tests globaux de la coagulation. On ne le voit pas sur un TP ou un TCA. On ne peut pas explorer le facteur 13. Et la plasmine permet également de dégrader justement ce polymère de fibrine en produits de dégradation de la fibrine, dont les dédimères, qui vont être des marqueurs d'activation de la coagulation et qu'on peut utiliser pour justement voir une activation de la coagulation ou aussi une CIVD ou pour exclure une maladie thromboembolique veineuse. Donc, les indications de l'exploration de la fibrinolyse, donc en premier lieu, c'est les dédimères pour voir une activation de la coagulation. Ça augmente avec l'âge, le syndrome inflammatoire, le cancer, la grossesse, avec donc il y a une faible spécificité. Par contre, ça va avoir une forte valeur prédictive négative pour exclure la maladie thromboembolique veineuse et on adapte le seuil en fonction de l'âge pour les patients au-dessus de 50 ans. Il y a d'autres tests qu'on fait, mais plutôt en recherche, qu'on ne va pas faire d'emblée dans des explorations de fibrinolyse. On peut mesurer les activateurs et les inhibiteurs de la fibrinolyse. Et on peut, donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus vraiment, le temps de lyse des globulines, mais qu'on pourrait être amené à faire dans certains cas pour explorer une fibrinolyse aiguë chez certains patients. Donc, au niveau des syndromes hémorragiques, on a plusieurs étiologies. Donc, on a des étiologies constitutionnelles, où je ne vais pas avoir beaucoup le temps de m'étendre dessus aujourd'hui. On va plutôt faire un focus sur les pathologies acquises que vous êtes amené à avoir en hémato-onco. Donc, l'interrogatoire, c'est la première chose à faire. L'examen clinique, la deuxième chose. Et ensuite, on voit les bilans d'hémostase. Donc, vraiment être attentif à tous les paramètres. Demander un avis d'hémostase quand ce n'est pas clair ou si vous avez besoin de faire des explorations complémentaires pour avoir un avis. Toujours demander un prélèvement de contrôle.
Ça, c'est vraiment important de répéter les bilans, de ne pas en avoir qu'un, de faire un diagnostic étiologique et toujours de rechercher évidemment des signes de gravité cliniques et biologiques. Donc, on va faire très rapidement les pathologies constitutionnelles sur une seule plaque parce que je n'ai pas le temps. Donc, on va avoir les pathologies constitutionnelles de l'hémostase primaire avec des thrombopénies, des thrombopathies, une maladie de Willebrand, les problèmes de fibrinogène et la coagulation, donc des déficits constitutionnels, un facteur de la coagulation. Donc, si on reprend la maladie de Willebrand, la première, c'est une anomalie de la concentration, de la structure ou de la fonction du facteur Willebrand. On a des déficits quantitatifs qui sont des déficits qu'on peut voir dans les types 1 de maladie de Willebrand ou dans le type 3. Dans le type 3, il n'y a pas du tout de facteur Willebrand. C'est une anamnèse hémorragique qui s'apparente un peu à l'hémophilie. Ou alors un déficit qualitatif. Donc, c'est là où on a des dissociations en fait, entre l'antigène et l'activité du facteur Willebrand ou des dissociations 8 Willebrand. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire les ratios quand on demande un bilan Willebrand. Et au niveau de la prévalence, la maladie de Willebrand symptomatique, c'est environ 1 habitant pour 10 000. Et la maladie de Willebrand de type 3, c'est 1 pour 1 million. C'est vraiment la forme la plus grave et la plus rare. On a également des thrombopénies et des thrombopathies qui peuvent être également constitutionnelles avec des déficits quantitatifs ou qualitatifs des plaquettes. On a une grande diversité. Il y a aussi un centre de référence qui étudie toutes ces pathologies plaquettaires et la prévalence est estimée à 1 pour 30 000. Et ensuite, vous avez les déficits en facteurs de la coagulation avec l'hémophilie, celle que vous connaissez le plus. Donc, l'hémophilie A qui est la plus fréquente, qui touche un garçon pour 7 500 naissances et l'hémophilie B, 1 pour 3 000 naissances. Et après, vous avez tous les autres facteurs qui peuvent être déficitaires et avec des prévalences qui sont vraiment très faibles, avec, par exemple, pour les déficits en fibrinogène, 1 pour 1 million. Et après, dans cet article-là, il vous disait s'il y avait des fortes corrélations entre les taux de facteurs déficitaires et la clinique observée. Donc, tous les facteurs peuvent être mutés. Au niveau des pathologies acquises, celles qu'on va avoir un peu plus aujourd'hui, donc on a des pathologies acquises de l'hémostase primaire, donc les thrombopénies, les thrombopathies et le Willebrand acquis, et des pathologies de la coagulation avec soit des anticorps antifacteurs, soit des atteintes rénales et hépatiques, des coagulopathies de consommation, la CIVD, les carences en vitamine K et la iatrogénie, évidemment, mais ça, vous les avez déjà vus ce matin avec les anticoagulants. Donc, les thrombopénies, ça, je vous renvoie à vos cours de DES. Vous devez avoir des séminaires spécifiques dessus. Ce qui est vraiment important, c'est avant d'étiqueter une thrombopénie, un patient thrombopénique, il faut toujours éliminer les fausses thrombopénies, vérifier le frottis sanguin et toujours faire un contrôle. Ça, c'est la première chose à faire. Au frottis sanguin, on regarde la morphologie des plaquettes, on regarde s'il y a d'autres anomalies cytologiques, notamment la présence de schizocytes. Des fois, on peut tomber sur un PALU, voir s'il y a des cellules anormales et voir si on a des facteurs de gravité, des facteurs aggravants, des traitements anticoagulants qui peuvent accentuer le risque hémorragique. Et on fera systématiquement, face à une thrombopénie, un bilan d'hémostase complet pour éliminer une CIVD ou voir s'il n'y a pas des anomalies qui sont surajoutées. Donc, les signes cliniques ne sont pas strictement corrélés à l'énumération plaquettaire et toujours contrôlés sur un deuxième prélèvement si vous n'avez pas de cause évidente, comme par exemple la chimiothérapie. Donc, les thrombopénies, vous savez que les plaquettes, elles ont une durée de vie de 7 à 10 jours. En fonction des critères de gravité, on va interpréter le bilan et puis faire les différentes... on va regarder si on a des causes périphériques ou des causes centrales. On peut être amené donc à faire justement le myélogramme pour ces patients. Et après, je vous renvoie au cours de DES parce que je n'ai pas plus développé pour les thrombopénies. Par contre, pour les thrombopathies, on peut avoir un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux avec quand même des plaquettes supérieures à 150 000. Donc, quand vous n'avez pas de thrombopénie, quand vous avez un bilan Willebrand normal, que vous avez vraiment une anamnèse hémorragique cutanéo-muqueuse, il faut penser à la thrombopathie. Donc, on va avoir un bilan d'hémostase primaire
perturbées. Donc, la thrombopathie, c'est l'anomalie fonctionnelle des plaquettes. Elles peuvent être normales en nombre, mais leurs fonctions ne sont pas du tout normales. Donc, elles peuvent être constitutionnelles, c'est quand même très rare, ou alors elles peuvent être acquises. Donc, on va faire l'interrogatoire du patient. On va regarder s'il y a des thrombopathies médicamenteuses, donc avec évidemment en premier lieu les antiagrégants plaquettaires, le clopidogrel, le prasugrel, le ticagrelor, l'aspirine. En premier lieu, certains dérivés de la pénicilline, et pensez bien aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine qui vont donner des thrombopathies acquises avec des patients qui ont une réelle anamnèse cutaneo-muqueuse, une anamnèse hémorragique. Et il y a des maladies systémiques, donc ça, on y reviendra avec Nathalie aussi, avec par exemple la maladie de Waldenström, où en fait, vous allez avoir des absorptions non spécifiques des IgM sur les plaquettes, dans certains syndromes myéloprolifératifs, syndromes myélodysplasiques, les insuffisances rénales, les myélomes. Une deuxième pathologie acquise de l'hémostase primaire, ça va être le syndrome de Willebrand-Acquis. Donc, c'est un syndrome qui va être lié à une anomalie, cette fois-ci acquise, du facteur Willebrand, qui peut être soit qualitative et ou quantitative. Et on va avoir la symptomatologie clinique et les anomalies biologiques qui peuvent rappeler la forme constitutionnelle de maladie de Willebrand. Mais c'est à l'interrogatoire, justement, que vous allez avoir des informations pour voir que c'est une découverte récente, que ça peut être des fois associé à une maladie auto-immune, à un cancer, à une hémopathie. Ça peut être de découverte fortuite et ça peut être découvert lorsqu'on a un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux ou des hémorragies digestives qui sont liées à des angiodysplasies. Donc, il y a plein de papiers sur le syndrome de Willebrand-Acquis. Il y a plusieurs étiologies associées. Donc, dans le papier de Thiédet en 2011, il montrait sur les revues de la littérature qu'on pouvait avoir des pathologies cardiovasculaires, des pathologies hématologiques ou d'autres pathologies qui étaient associées à un syndrome de Willebrand-Acquis. Dans leur registre, ils avaient beaucoup d'hémopathie. Et pareil, dans le registre allemand, on avait également beaucoup de thrombopathie et d'événements cardiovasculaires. Donc vraiment, les syndromes de Willebrand-Acquis en hématologie, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez régulièrement, nous, au laboratoire d'hémostase. Donc, il faut vraiment l'explorer quand vous avez une anamnèse hémorragique cutanéo-muqueuse qui n'est pas expliquée forcément par une thrombopénie. Et on peut avoir plusieurs causes qui sont associées au syndrome de Willebrand-Acquis. Donc, quand vous regardez les différents papiers qui sont sortis, on peut les retrouver dans les MGUS, on peut les retrouver dans le myélome, dans les syndromes lymphoprolifératifs, dans les thrombocytémies essentielles, la LMC, des néoplasies solides, puis d'autres maladies, des maladies auto-immunes, des cardiopathies, et puis évidemment d'autres maladies, des hypothyroïdies, tout ça. Donc en hémato-onco, vous êtes quand même confronté à l'exploration de l'hémostase primaire et du bilan Willebrand, justement quand vous avez un patient qui a une hémopathie et qui a une anamnèse hémorragique cutanéo-muqueuse. Donc, il y a plusieurs mécanismes de ce déficit en Willebrand. Et ça dépend en fait de la pathologie qui est associée. Donc, vous pouvez avoir des auto-anticorps anti-Willebrand. Alors, il faut savoir que c'est très, très dur à mettre en évidence au laboratoire pour tous les Willebrand-Acquis qu'on a. On n'arrive pas à mettre en évidence d'auto-anticorps à chaque cas. C'est assez dur. Et puis, il y a plusieurs mécanismes. Donc, les patients n'ont pas forcément des auto-anticorps anti-Willebrand. Donc, ces anticorps, ils peuvent avoir soit un effet inhibiteur sur le facteur Willebrand, soit ils vont permettre une clairance accélérée du facteur Willebrand. Et ça, on le voit dans les syndromes lymphoprolifératifs, dans les gamma-pléatides monoclonales, dans les MGUS et dans les maladies auto-immunes. Ensuite, on peut avoir d'autres mécanismes d'absorption des multimères de haut poids moléculaire sur des macromolécules. Donc ça, c'est plutôt les Willebrand-Acquis associés à des médicaments, sur des cellules tumorales ou sur des plaquettes activées, comme on peut le voir dans certains syndromes myéloprolifératifs ou lymphoprolifératifs. Et puis des fois, on a une protéolyse, donc une catalyse du facteur Willebrand en fait, qui va être augmentée soit par des enzymes, soit par la DAM13. Donc la DAM13, vous savez que c'est la protéase de clivage du Willebrand, mais ça, on le voit plutôt dans les pathologies cardiovasculaires avec les rétrécissements aortiques. Mais vous pouvez avoir aussi un patient qui a un rétrécissement aortique dans votre service. Et il faut penser également à une protéolyse augmentée et un syndrome de Willebrand-Acquis, c'est une anamnèse hémorragique.
Et puis après, il y a d'autres mécanismes qui sont différents de l'épuration accélérée du Willebrand. Ça va être en cas d'hypothyroïdie, un défaut de synthèse ou de libération du Willebrand et une destruction mécanique en cas de rétrécissement aortique. Donc ça, c'est le même schéma, un autre schéma en fait qui vous reprend les différents mécanismes du déficit en Willebrand. Donc, vous avez les maladies auto-immunes, les syndromes lymphoprolifératifs plutôt associés à des auto-anticorps anti-Willebrand, les néoplasies et les syndromes myéloprolifératifs où vous allez avoir des expressions aberrantes des glycoprotéines plaquettaires. Vous pouvez avoir des adsorptions, donc des multimères à la surface des cellules tumorales, par exemple, une protéolyse enzymatique du Willebrand par les hauts poids moléculaires. Bon, les cardiopathies, les valvulopathies, ça on a vu. Il y a aussi des cas de syndrome de Willebrand-Taki qui sont idiopathiques, donc vous n'avez aucun contexte clinique associé au diagnostic. Vous pouvez le voir en cas d'hypothyroïdie et puis avec certaines molécules. Donc après, on ne peut pas mettre en évidence, nous, au laboratoire, tous les mécanismes du déficit en Willebrand. Par contre, on met en évidence un déficit en Willebrand, un syndrome de Willebrand-Taki, compte tenu du contexte. Et certaines fois, on peut retrouver un inhibiteur, mais ce n'est quand même pas la majorité des fois. Donc pour le diagnostic, ce qui est primordial, encore une fois, c'est l'interrogatoire, l'histoire clinique et l'absence d'antécédents hémorragiques personnels ou familiaux chez un patient. Quand vous reprenez toute la liste des interventions chirurgicales, c'est jamais rien passé. Donc, il faut vraiment pousser l'interrogatoire assez loin des fois pour avoir toutes les infos. On explore l'hémostase primaire, donc évidemment en premier lieu la numération plaquettaire. On peut faire le temps d'occlusion plaquettaire si on a suffisamment de plaquettes, toujours. On va avoir une sensibilité quand même suffisante parce qu'il est quand même très sensible à la perte des multimères de haut poids moléculaire. On va faire un bilan d'hémostase de routine classique, TP-TCA. Alors, le TCA, ce n'est pas un bon indicateur forcément de la maladie de Willebrand ou d'un syndrome de Willebrand-Taki parce qu'en fait, il va être allongé en fonction du déficit en facteur 8 qui est associé. Donc, pour vraiment mettre en évidence un déficit en Willebrand, vous êtes obligé de passer par les dosages du Willebrand. Donc, toujours les 3 en même temps, le 8, l'activité et l'antigène du Willebrand. Et on peut mesurer aussi le propeptide du Willebrand. Et on fait les ratios qui sont très souvent très diminués en cas de syndrome de Willebrand-Taki. Donc, on peut étudier la répartition des multimères de Willebrand. Ça avait été fait par l'équipe de Thiédé puis par plein d'autres équipes. Mais il montrait, par exemple, chez certains patients, vous voyez, par exemple, ce patient-là, il est intéressant. Donc là, vous avez un pool de patients de plasma normal où, en fait, vous avez une répartition des multimères de Willebrand. Et chez certains patients qui ont un syndrome de Willebrand-Taki, en fait, vous allez avoir une perte des multimères de haut poids moléculaire qui servent de colle, en fait, qui servent à faire l'hémostase et qui sont associés à un risque hémorragique chez ces patients-là. Donc, le traitement du syndrome de Willebrand-Taki, de manière très simple, c'est toujours un petit peu plus compliqué en fonction des comorbidités des patients, mais on va prendre en charge le syndrome de Willebrand-Taki en fonction du mécanisme. Donc, on peut utiliser la desmopressine qui permet justement le relargage des stocks de Willebrand des cellules endothéliales. On peut utiliser des concentrés de facteurs Willebrand. On peut utiliser le Novo-7, donc qui est du facteur 7 activé recombinant, mais qui est très, très thrombogène. Donc, c'est vraiment pas le traitement de première intention. On peut utiliser des immunoglobulines chez les patients qui ont des dysglobulinémies monoclonales. On peut utiliser évidemment des corticothérapies et des immunosuppresseurs, une plasmaphéreuse dans certains cas et des fois une thérapie adjuvante avec des antifibrinolytiques. L'objectif, c'est de contrôler le syndrome hémorragique, de prévenir si on a un geste invasif ou une chirurgie, d'avoir une rémission la plus longue possible pour le patient. Et le traitement principal, alors c'est un peu plus facile à dire, c'est de traiter l'affection sous-jacente. Donc là, c'était toujours dans le papier de Thiédé où il mettrait qu'en fonction quand vous avez un désordre, quand vous avez une anomalie hémorragique, une anamnèse hémorragique, on faisait les tests de Willebrand. Si c'était normal, alors toujours à interpréter en fonction du contexte clinique, de l'âge du patient, du syndrome inflammatoire, du groupe ABO, il fallait considérer un autre syndrome hémorragique. Par contre, quand on avait une anomalie du bilan Willebrand,
Maintenant, dans ce cas-là, il fallait et qu'on n'avait pas d'argument pour une anomalie du Willebrand constitutionnel, il fallait considérer un Willebrand acquis chez ces patients-là. Et quand on avait un patient qui avait déjà un diagnostic de syndrome de Willebrand acquis, on refait le bilan Willebrand avant la chirurgie. Et s'il est perturbé, on considère que le patient a un syndrome de Willebrand acquis. Il faut traiter justement pour limiter le risque hémorragique chez ces patients. Ça, je passe pas ici. Ensuite, un autre déficit en facteur de la coagulation, cette fois-ci, donc un déficit en facteur 8. Donc, vous savez, vous avez les déficits constitutionnels qu'on va avoir généralement chez les petits garçons en âge de marcher pour les formes modérées ou beaucoup plus précocement pour les formes sévères d'hémophilie A. Donc là, l'hémophilie A acquise, c'est encore une autre maladie. Donc, c'est un déficit cette fois-ci acquis en facteur 8 avec des auto-anticorps développés par le patient contre son facteur 8. Donc, c'est rare, c'est une maladie auto-immune qui est liée à des anticorps anti-facteur 8 qui apparaît généralement brutalement chez un sujet qui est indemne de toute pathologie hémorragique. Par contre, le diagnostic est parfois difficile, surtout quand vous avez des patients qui sont traités par traitement anticoagulant. On dit, ah bah voilà, le patient, il est sous anticoagulant, il a des bleus, c'est lié à un surdosage en médicaments ou c'est normal parce qu'il a un traitement anticoagulant et on traîne. Et plus on perd de temps, plus le patient risque de se déglobuliser et on a du mal à rattraper les choses après. Donc, l'hémophilie acquise, c'est vraiment une urgence à la fois diagnostique et thérapeutique. C'est une maladie où on a un risque hémorragique qui est très, très, très élevé et on a 2 pics de fréquence. Donc, il faut y penser évidemment chez le sujet âgé. On a une prédominance plutôt masculine avec un âge médian autour de 72 ans. On peut le voir avec certaines maladies auto-immunes, des hémopathies, des syndromes lymphoprolifératifs. Et on a aussi un autre pic de fréquence, c'est chez la femme jeune en postpartum. Donc, une femme qui revient un mois après avoir accouché couverte de bleu, il faut faire tilt et il faut penser à l'hémophilie acquise et faire d'emblée un bilan d'hémostase. Donc, on a un taux de mortalité compris entre 8 et 20%. Les patients peuvent avoir une hémorragie vraiment extériorisée. Vous reverrez ça avec Nathalie tout à l'heure. On peut aussi avoir des saignements digestifs qu'on ne voit pas forcément. Donc, il faut penser à chercher si le patient se déglobulise dans un syndrome hémorragique non extériorisé. Au niveau du diagnostic, on va avoir tout le temps un TCA allongé, puisqu'on a un déficit en facteur 8. Donc, tout TCA allongé doit être exploré, d'autant plus si vous avez un syndrome hémorragique et en urgence. Donc, on va avoir un déficit profond en facteur 8. Généralement, il est quand même inférieur à... Donc, on dit dans les critères diagnostiques que c'est inférieur à 50%, mais nous, dans la vraie vie, on a quand même des facteurs 8 qui sont vraiment indétectables. On a un tableau clinique qui est très parlant, alors plus ou moins évident en fonction des patients. Et on va rechercher un auto-anticorps antifacteur 8 au laboratoire. Donc, c'est une technique longue qui prend quand même, on a pour une journée. Mais c'est important de le faire pour justement documenter une anomalie acquise de la coagulation. Donc, l'intérêt du titrage de l'inhibiteur, c'est d'abord pour le diagnostic, pour poser le diagnostic d'hémophilie A acquise, même si avec un 8 inférieur à 1% chez un patient de 80 ans qui n'avait aucun antécédent hémorragique, on le traite d'emblée sans avoir le résultat évidemment de l'auto-anticorps anti-8. On en a besoin pour le suivi biologique pour voir que ce facteur 8 il va vraiment diminuer au cours du temps. Mais par contre, ce n'est pas prédictif du risque hémorragique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de corrélation entre un titre d'inhibiteur et le risque hémorragique. Donc, par exemple, un patient qui a 30 unités Bethesda, ce n'est pas parce qu'il a 30 unités Bethesda qu'il va plus saigner qu'un patient qui a 15 unités Bethesda. Donc, ce n'est pas corrélé. Mais c'est important de l'avoir pour suivre le titre et puis pour poser le diagnostic. Alors pour le traitement, vous reverrez ça plus en détail avec Nathalie, mais les 2 grandes stratégies, c'est d'une part de court-circuiter l'inhibiteur anti-8. Donc l'objectif, c'est d'arrêter le saignement chez le patient. Donc on va surveiller étroitement l'efficacité de ce traitement et l'adapter. Donc généralement, on utilise comme agent bypassant du Novocéven, on peut utiliser du FEBA.
Et on va éradiquer l'inhibiteur. Ça, c'est le deuxième grand point. Faut éradiquer l'anti-8 à base d'immunosuppresseurs, donc des corticoïdes, et soit du cyclophosphamide, soit du rituximab. Et on va suivre le titre de l'anti-8 pour voir justement l'efficacité du traitement immunosuppresseur qu'il ne faut pas trop tarder à mettre en place parce que ça met quelques temps à agir. Il faut justement enrayer un peu tout ce problème-là. Au niveau des anomalies acquises de la coagulation, vous avez aussi l'ACIVD qui va être secondaire à une activation systémique et excessive de la coagulation. On va avoir une génération de thrombines et des dépôts de fibrine dans la microcirculation avec un risque thrombotique, mais on peut aussi avoir la consommation des plaquettes et des facteurs de la coagulation avec un syndrome hémorragique diffus et évidemment une mise en jeu du pronostic vital. Donc, dans les causes médicales, on a ce qui vous concerne en hémato-onco, évidemment les leucémies, les cancers. On peut avoir des causes obstétricales et puis des causes chirurgicales de CIVD. Et ce qui est important dans la CIVD, donc vous voyez, vous avez un facteur déclenchant, une activation anarchique de la coagulation avec une consommation des facteurs, des plaquettes, des inhibiteurs. On peut avoir un syndrome hémorragique important. Et ce qu'il faut, c'est vraiment répéter les bilans d'hémostase et voir la cinétique de décroissance du fibrinogène, du facteur 5, des plaquettes. Donc, un bilan de CIVD, c'est un TP, un TCA, un facteur 5, un fibrinogène, des dédimères et voir la cinétique. D'accord, ça, c'est vraiment important. Donc, quand vous avez une CIVD, vous allez avoir la numération plaquettaire qui chute, le fibrinogène aussi, TP-TCA allongé, le facteur 5 diminué, les dédimères augmentés. Donc ça, c'est pour après vous les comparer à d'autres étiologies. Donc la fibrinolyse aiguë primitive, ça vous pouvez l'avoir également en hémato. Donc il y a des comme étiologie les chirurgies hépatiques, pancréatiques, pulmonaires, prostatiques. Certaines morsures de serpent et la pancréatite aiguë. Le mécanisme, c'est qu'en fait, vous allez avoir une libération d'activateurs du plasminogène en grande quantité. On va activer la plasmine et on va activer la fibrinolyse. Et en même temps, vous allez avoir, avec la plasmine, vous l'avez vu tout à l'heure en haut du schéma, la plasmine, elle peut aussi lyser le fibrinogène. Donc, vous allez avoir en plus une fibrinogénolyse. Et c'est des patients qui peuvent saigner. Le temps de lyse des globulines, on le fait plus en routine. Et vous allez avoir une diminution du TP par consommation du fibrinogène et aussi un peu du facteur 5. Donc, dans la fibrinolyse primitive, ce qui diffère de la CIVD, c'est que vous allez avoir une numération plaquettaire qui va être normale et des dédimères aussi qui vont être normaux comparé à la CIVD où vous allez avoir une augmentation justement des dédimères. Et on a aussi la fibrinogénolyse où vous avez vraiment juste cette composante fibrinolytique prédominante. On a une activation du plasminogène et ça, il faut l'avoir à l'esprit dans certaines néoplasies ou dans certaines leucémies myéloïdes. On va le voir après. Il faut y traiter la cause. C'est toujours plus simple à dire. On peut utiliser des antifibrinolytiques et du fibrinogène si parfois on a des manifestations hémorragiques importantes chez ces patients-là. Et enfin, l'insuffisance hépatocellulaire, puisque vous savez que le foie va synthétiser beaucoup de facteurs de la coagulation. On va avoir une synthèse hépatique des facteurs du système fibrinolytique et une clairance de l'activation du fibrinogène. On a aussi une synthèse hépatique de la thrombopoïétine et puis on peut avoir différentes atteintes de la coagulation. On peut avoir des CIVD à bas bruit et certaines dysfibrinogénémies acquises dans les cancers primitifs du foie. Donc, dans l'insuffisance hépatique, on peut avoir une numération plaquettaire normale ou diminuée, ça dépend. On va avoir un fibrinogène diminué, TP-TCA allongé, un facteur 5 évidemment diminué. On peut avoir des dédimères justement normaux dans ces cas-là. Voilà pour la partie théorique. Alors, attendez, qu'est-ce que j'avais ? Alors, je pose une des questions qui est sur le chat. Donc, quelle est la différence entre TCA et TCK ? Donc, ça, c'est une bonne question. Le TCA et le TCK, en fait, c'est la même chose. C'est juste les réactifs qui changent. C'est des tests, en fait, qui vont permettre, vous voyez, de... Attends, je ferme juste ça. Qui vont permettre, en fait, d'explorer la voie endogène de la coagulation et la voie commune. Le TCA, en fait, donc... Et le TCK, la différence, c'est le réactif. Dans le TCA, on utilise de la silice. Dans le TCK, on utilise du kaolin.
La différence, c'est que le TCA, il est à peu près sensible à tout. Il va être sensible à l'héparine, il va être sensible au déficit en facteurs 8, 9, 11, 12, il va être sensible à tous les traitements anticoagulants, il va être sensible aux anticoagulants circulants aussi. Donc, il peut être allongé dans plein de circonstances. Le TCK, avec le kaolin, il a l'avantage d'être un peu moins sensible aux anticoagulants circulants et moins sensible aussi au traitement par héparine et beaucoup plus sensible au déficit en facteurs 8, 9, 11, 12. Donc nous, par exemple, au laboratoire, en première intention, on fait un TCA. Si le TCA est normal, on s'arrête là. Par contre, si le TCK est allongé et qu'il doit y avoir un geste, on contrôle sur un deuxième prélèvement si on a le temps. Et comme le TCK, il est plus sensible au déficit en facteur de la voie endogène, si on a encore un TCK allongé sur le prélèvement de contrôle, on va faire directement les facteurs 8, 9, 11, 12 pour s'affranchir d'un risque hémorragique. D'accord. Donc le TCA et le TCK, c'est le même test qui explore les mêmes facteurs, mais le TCA est vraiment sensible. Vous retenez, le TCA, c'est sensible à tout, et le TCK, c'est beaucoup plus sensible au déficit en facteurs 8, 9, 11, 12. Donc un TCK allongé, il ne faut pas faire de geste. Il faut d'abord explorer les facteurs 8, 9, 11, 12 avant d'aller en chirurgie ou de faire un geste invasif à un patient. Donc la différence, en fait, c'est sur la sensibilité aux différents facteurs et à l'héparine et aux ACC. Est-ce que vous avez des questions sur la théorie? Alors, on va passer au cas clinique. Attendez, j'ai encore une question. Dans la CIVD, le facteur 5, il est plus bas parce qu'il est consommé en fait avec tous les facteurs. Et quand vous arrivez en fait à une CIVD vraiment massive, vous allez avoir même le fibrinogène hein, qui est très 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 bas, le facteur 5 aussi. Donc c'est vraiment une consommation et ça dépend toujours à quel moment on en est au moment du bilan d'hémostase. Si on est à un stade très avancé de la CIVD ou pas. Donc c'est vraiment une consommation du facteur. Donc pour les syndromes hémorragiques, on a fait quelques cas cliniques. Alors, je vous lis le cas clinique et puis après, vous me dites les bilans que vous prescrivez. Donc, c'est un monsieur de 70 ans qui est caucasien, qui est ancien cadre. On n'a pas d'intoxication alcoolo-tabagique, qui fait 80 kilos. En antécédent médical, il a une HTA, une dyslipidémie traitée depuis 4 ans. Il a fait un AVC sylvien bilatéral sur sténose carotidienne il y a 3 ans. Il a une insuffisance rénale chronique nécessitant une dialyse, 3 séances de dialyse par semaine. Il a un myélome à chaîne légère kappa compliqué d'une amylose AL kappa avec une atteinte cardiaque, une atteinte digestive, une atteinte rénale. Il a de l'aspirine, un inhibiteur calcique, atorvastatine, nésétimib, hydrochlorothiazide et il consulte aux urgences pour une épistaxis abondante depuis 2 jours et une hématurie macroscopique. À vous. Alors, une NFS, ouais. Et on est dans le séminaire d'hémostase. Alors, qu'est-ce que vous demandez comme bilan d'hémostase? Fibrinogène, d'accord. Donc, là, pour ce patient-là, donc on demande un hémogramme, un bilan d'hémostase, donc TP-TCA fibrinogène. On prend aussi un rendez-vous en ORL en urgence, on lui fait un ECBU, on lui fait une écho rénale pour son hématurie. Et voilà le bilan qu'on reçoit du laboratoire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous feriez? Alors, on recherche la prise d'un anticoagulant déjà, première chose, très bien. Donc là, on redemande au patient, on regarde ses ordonnances, donc il n'y a pas d'anticoagulant. Et après, vous voulez doser des facteurs. Hein. Qu'est-ce que vous demandez au laboratoire d'hémostase? Qu'est-ce que le laboratoire d'hémostase fait? Ça dépend. Pardon? Alors, 2, 5, 7, 9, 10. Alors, dans 2, 5, 7, 9, 10,
Pourquoi le 9? Pourquoi il apparaît dans dans ce groupe-là pour vous? C'est comme ça que vous faites d'habitude. Parce que du coup, le 9, c'est vraiment un test spécialisé. Vous voyez, 2, 5, 7, 10, c'est vraiment dans la routine, entre guillemets. Le 9, c'est un petit peu plus de l'hémostase spécialisée. Donc, qu'est-ce que vous feriez déjà là en première intention sur ce bilan-là? 2, 5, 7, 10, c'est ça? D'accord. Qu'est-ce que vous feriez d'autre? On peut faire un bilan hépatique, ouais. Je crois que je l'avais. On peut faire l'érétique, ouais. Avec 7 grammes 1 d'hémoglobine. Donc déjà, on a un patient qui a l'épistaxis depuis 2 jours, qui a l'hématurie et qui se déglobulise quand même. Il y a quand même 7 grammes 1 d'hémoglobine, d'accord? Donc là, on fait 2, 7, 9, 10. Donc là, quand on se remet sur nos arbres décisionnels, donc on a dit il n'a pas d'anticoagulant. J'ai un TCA, vous vous souvenez, qui est 1,53, donc qui est aussi allongé. Mais si vous l'interprétez par rapport au TP, ce n'est pas non plus aberrant d'avoir un TCA allongé quand on a un TP à 40%. Après, il faut voir les facteurs, où on en est au niveau des facteurs, mais il faut aller un petit peu plus loin. Donc là, on est plutôt dans cette partie-là du tableau. Donc chez ce patient-là, il nous faut le résultat pour voir si on a un ACC, si on a un déficit congénital, a priori non. Un déficit acquis en un des facteurs, est-ce qu'on a une hypovitaminose K, est-ce qu'on a une CIVD, une fibrinolyse? La fibrinolyse, on peut déjà l'éliminer, hein. Il a un fibrinogène complètement normal, ou une insuffisance hépatocellulaire. Donc voilà le bilan qu'on reçoit du laboratoire. Alors à quoi ça vous fait penser? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose déjà? Donc, dans les amyloses, on peut voir des déficits en facteur 10. On avait déjà fait des diagnostics, c'est un grand mot, mais déjà orienté des diagnostics d'amylose juste sur un facteur 10 qui était bas, en disant, bah voilà, on a un facteur 10 bas, faut que ça fasse tilt. En fait, on peut avoir des déficits acquis en facteur 10 chez des patients qui ont des amyloses. Donc, maintenant, moi, je sais que quand on a les bilans d'amylose à Saint-Louis, ils prescrivent systématiquement le facteur 10 pour évaluer le risque hémorragique du patient. Donc, quand on a un déficit en facteur 10, chez les patients qui ont une amylose, en fait, on a des interactions du facteur 10 avec les fibrilles amyloïdes et on peut aussi avoir une élimination accélérée du facteur 10. Donc, un déficit en facteur 10 chez les patients qui ont une amylose, ça arrive. Il faut penser à demander justement un bilan d'hémostase pour évaluer le risque hémorragique chez ces patients-là. D'accord? Donc, ça colle avec le contexte clinique. Donc, chez ces patients-là, on ne fait pas de recherche d'antifacteur 10 parce que ce n'est pas ce mécanisme-là. Mais on dit que c'est un déficit acquis parce que c'est décrit et parce que c'est des patients qui n'ont jamais eu d'anamnèse hémorragique et qui ont déjà eu des bilans d'hémostase pour la plupart avant, qui étaient strictement normaux avant. D'accord? Donc là, pour ce patient-là, dans la vraie vie, pour sa conduite à tenir, on avait arrêté l'aspirine. Il avait été transfusé avant de passer en ORL d'un concentré plaquettaire pour diminuer l'impact de l'aspirine. Il avait été transfusé par un CGR, un PFC. Il était passé en ORL pour justement faire un méchage qui avait arrêté le saignement. Il avait été surveillé et ça s'était bien arrêté. Au niveau de l'écho rénal, il avait eu une écho rénale avec une allure inflammatoire, un ECBU qui ne retrouvait pas de germes. Et pour essayer de contrôler un peu le saignement, ils avaient mis du PFC 3 fois par jour, mais adapté à la volémie parce qu'il y avait déjà des œdèmes des membres inférieurs. Ils avaient testé les plaquettes parce qu'il ne faut pas oublier que ce patient-là, il a une insuffisance rénale chronique. Donc, il peut avoir un déficit en facteur 10, mais pas que. Il peut aussi avoir une thrombopathie acquise sur l'insuffisance rénale chronique. Donc, on avait fait une recherche de thrombopathie acquise
à l'arrêt de l'aspirine, mais ça avait été un peu biaisé parce qu'il avait reçu des concentrés plaquettaires, donc on verra ça un peu plus tard pour refaire les recherches de thrombopathie, parce que là, on ne pouvait pas faire la part des choses entre la transfusion plaquettaire, entre ses plaquettes à lui et les plaquettes transfusées. Donc on verra plus tard à distance s'il a une thrombopathie liée à l'insuffisance rénale chronique. Donc, pas oublier que oui, il a une amylose, oui, il a un déficit tachycardique en 10, mais il a peut-être autre chose. Voilà, donc il faut penser aussi à la thrombopathie. Et puis après, c'est aussi sur la clinique, hein, quand on lui passait des plaquettes, il arrêtait de saigner. Donc c'est vrai que c'est assez tentant. Et par contre, on n'avait surtout pas mis d'agents bypassants. Alors, s'il y a un message clé, je pense que Nathalie vous le redira, c'est les agents bypassants comme Novo7, Feba, c'est très thrombogène. Donc, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie dans des cas adaptés et pas à tout va. Ça, c'est vraiment un message clé. Ce patient-là, il avait quand même un antécédent d'AVC ischémique, donc on n'avait vraiment pas envie de lui mettre du Novo7. Donc, on privilégiait les PFC, surtout pour un déficit en 10. Ça marche quand même relativement bien. Voilà pour ce dossier-là. Deuxième cas clinique. Alors, une petite dame de 61 ans qui est ancienne infirmière, pas d'intoxication alcoolo-tabagique, elle a un diabète de type 2 depuis 10 ans, un lymphome du manteau suivi depuis 5 ans en rémission complète. Elle a de la metformine. Elle consulte aux urgences pour altération de l'état général depuis 3 semaines avec asthénie et anorexie. On lui retrouve une anémie sévère normochroma régénérative, une thrombopénie. Sur le frottis sanguin, on a des cellules de lymphome du manteau. Au scanner, elle a une rechute avec une progression métabolique. Et on décide d'instaurer un traitement par ibrutinib. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Un mois plus tard, elle consulte aux urgences avec des ecchymoses spontanées, des épistaxis et des gingivorragies. Quel bilan prescrivez-vous? Et fibrinogène. C'est bien de faire le fibrinogène quand même pour avoir même un point de départ. Vous savez, pour les patients, s'ils saignent ou si à un moment ils font une CIVD, on aime bien avoir un point de départ de fibrinogène pour voir si justement au niveau de la cinétique, on va en décroissance ou pas. Donc, c'est bien de faire TPTC à fibrinogène. Donc, cette patiente a donc une thrombopénie à 110 giga par litre, un TP normal. Bon, je vous laisse interpréter. Donc là, tout le bilan est normal. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Alors, les tests d'agrégation plaquettaire et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre un tout petit peu plus simple avant? On peut faire un frottis. Oui, oui, pour la thrombopénie, on va faire un frottis, on va contrôler, oui. Pardon? Oui, on peut faire un temps d'occlusion plaquettaire. Donc, chez cette patiente-là, on a fait, moi, je crois que j'avais fait une autre animation, bon, tant pis. On fait un temps d'occlusion plaquettaire, on a un allongement sur la cartouche collagène épinéphrine. Mais vous vous souvenez, le temps d'occlusion plaquettaire, c'est un petit peu moins sensible pour les thrombopathies, donc il faudra aller un peu plus loin si on veut vraiment mettre en évidence une thrombopathie. Et puis, elle a quand même une anamnèse hémorragique cutanéo-muqueuse, donc on peut lui faire un bilan Willebrand. Il faut même lui faire un bilan Willebrand. Donc là, le bilan Willebrand, il est comment? Voilà, donc bon, admettons, elle est groupe sanguin A, et même chez un groupe sanguin O. Donc là, il est normal. Donc surtout quand vous interprétez un bilan Willebrand, donc là, si on regarde, entre guillemets, bêtement les normes, on est dedans. Par contre, n'oubliez pas de regarder le syndrome inflammatoire. D'accord? Donc là, elle a 3,80 de fibrinogène à 61 ans. D'accord? Par contre, si elle avait 10 grammes de fibrinogène, il faut toujours l'interpréter en fonction du syndrome inflammatoire. Dans des grands syndromes inflammatoires, on a des taux de Willebrand au-dessus de 200%, pareil pour le facteur 8. Donc, un bilan Willebrand à 50% en cas de syndrome inflammatoire, ce n'est pas normal et ça saigne. D'accord? Donc, toujours interpréter votre bilan Willebrand avec tout. Donc là, on est bon, on peut interpréter le bilan Willebrand, on a le droit, donc on dit qu'il est normal. OK.
Et on peut faire des études des fonctions plaquettaires. Alors, on ne les fait pas à tous, hein, je vous rassure. Mais si on les faisait, pour cette patiente-là, on avait une diminution de l'agrégation plaquettaire en présence de collagène, en présence d'ADP. Donc, c'est différents agonistes qu'on met dans nos petites cupules et on regarde justement si les plaquettes, elles fonctionnent bien quand on ajoute tel ou tel agoniste. Et le fait d'avoir cette diminution d'agrégation plaquettaire, c'est en faveur d'une thrombopathie chez cette patiente-là, donc associée évidemment à l'ibrutinib. Donc, vous savez que c'est un inhibiteur de tyrosine kinase on peut avoir une implication justement de l'ibrutinib sur les fonctions plaquettaires qui vont induire donc une dysfonction plaquettaire et puis des hémorragies qui peuvent être spontanées ou en cas de geste invasif. Donc, l'ibrutinib, là, c'était juste pour vous montrer, mais on voit un peu moins bien. Au niveau de l'hémostase primaire, c'est que ça va intervenir justement sur la PLC gamma 2. Bon, vous verrez mieux sur les diapos en vrai, parce que là, on voit un petit peu moins bien. Justement, vous allez avoir l'ibrutinib qui va inhiber la BTK. Vous allez avoir justement un blocage de l'autophosphorylation et puis vous allez avoir une diminution de l'entrée du calcium dans la plaquette. Et justement, cette diminution d'entrée de calcium va être corrélée à la dose d'ibrutinib. Donc, il y a eu plusieurs papiers qui ont été publiés en montrant que justement, vous avez des dysfonctions plaquettaires après ajout de collagène pour les fonctions plaquettaires. Et puis aussi par rapport aux relations Willebrand-plaquettes, puisqu'en fait, vous allez avoir un problème au niveau justement de l'entrée de calcium, mais vous allez aussi avoir une interaction au niveau de la liaison du Willebrand et puis du fibrinogène pour l'agrégation plaquettaire. Donc, il n'y a pas de consensus quand on a un patient qui est sous ibrutinib. Pour tous les patients, évidemment, on ne leur fait pas des fonctions plaquettaires, on n'a pas de consensus. Par contre, il y a quelques recommandations s'il y a un geste invasif pour arrêter l'ibrutinib quelques jours avant pour limiter le risque hémorragique. Donc, pour les thrombopathies médicamenteuses, vous avez donc les thrombopathies avec les antiagrégants plaquettaires. Ça, c'est ce qu'on veut en thérapeutique. Donc, avec les INS, l'aspirine, les inhibiteurs de P2Y12, donc clopi, prasugrel, ticagrelor. Il y a aussi le cangrelor. Donc, quand on fait des agrégations plaquettaires, il faut toujours être sûr que le patient n'a pas pris d'aspirine ou d'ibuprofène quelques jours avant, par exemple, pour pouvoir les interpréter. Et on va avoir un autre point très important, c'est les thrombopathies avec les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, puisque vous savez qu'on a la sérotonine qui va être internalisée dans les granules denses des plaquettes. Les IRS, en fait, on va avoir une inhibition du transporteur membranaire de la sérotonine, une inhibition de la recapture de la sérotonine et donc une diminution de la sérotonine intraplaquettaire. Donc, on peut avoir des anomalies de sécrétion des plaquettes et quand nous, on fait les tests d'agrégation plaquettaire au laboratoire, on a une baisse de l'agrégation plaquettaire en présence de différents agonistes comme l'épinéphrine, le TRAP et les faibles concentrations d'ADP. Une anomalie au niveau des fonctions plaquettaires en présence de collagène. On a un petit allongement du temps de latence. Et par contre, si on fait la cytométrie de flux, elle est complètement normale en présence d'IRS. Donc après, c'est facile à dire, il faut arrêter les IRS. Il faut aussi voir des fois avec le psychiatre pour trouver une molécule adaptée. Mais pensez à un patient qui a des ecchymoses ou qui se déglobulise il faut penser aux thrombopathie acquises sous IRS quand vous faites la liste des traitements de vos patients. En plus, ça peut être des facteurs de risque surajoutés quand on a un risque hémorragique, notamment chez les patients, par exemple, sous ibrutinib. Un autre cas, donc un homme de 55 ans qui est avocat. Donc, moi, il n'y en a aucun qui a une intoxication alcoolo-tabagique. Il fait 56 kilos, il a un petit IMC à 18, il a une anémie en ville, il a une ACFA, il est traité par Xarelto 20 mg. Et il vient aux urgences il est hospitalisé en hématologie pour altération de l'état général, bilan d'anémie. Il a perdu 10 kilos en quelques mois. Il a une asthénie et une pâleur cutanéo-muqueuse. Alors, qu'est-ce que vous demandez comme bilan? Une NFS, un hémogramme. Ah, j'ai été déconnectée. Attendez. Je pense que je suis encore connectée. Un frottis sanguin. Et on est dans le séminaire d'hémostase. Un patient qui saigne doit avoir un bilan. Ouais, donc déjà, on fait... alors, attendez. Oui, c'est vrai que lui... Ah oui, non, j'en suis pas encore là, en fait. Oui, non, c'est moi qui l'ai sur les trucs, lui, il ne saigne pas. Oui, oui, donc
Alors, un bilan d'hémostase sous Xarelto, vous avez dû voir avec Virginie aussi et Maxime ce matin, ça fait des interférences partout, donc c'est compliqué d'interpréter. Après, il y a des choses qu'on peut réussir un peu à sortir. Donc, on va y revenir. Donc, chez ce patient-là, finalement, il est hospitalisé en hémato-onco, on lui fait un bilan complet et on fait un hémogramme, une hémostase. Bon, je vous épargne la biochimie, tout était normal, le bilan auto-immun était normal, la TSH était normale. Qu'est-ce que vous pensez de ce bilan-là? Il fait peur, le fibré. Nous aussi, on a eu très peur. On a eu très, 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 très peur. Et on ne comprenait pas au début. Le bilan hépatique est strictement normal. Le frottis, il est normal. Alors, il faut essayer de dérouler un peu les choses. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Déjà, vous renvoyez un tube d'hémostase. Donc, déjà, nous, au laboratoire, on vérifie qu'il n'y a pas de coagulum dans le tube. Ça, c'est un truc vraiment hyper important parce que s'il y a un caillot, le fibrinogène, il peut être consommé, il peut être dans le caillot et du coup, vous ne le dosez pas dans le plasma. Donc, ça, c'est la première chose. Nous, au laboratoire d'hémostase, on vérifie qu'il n'y a pas de caillot. Et deuxième chose à faire, c'est évidemment un prélèvement de contrôle. Quand vous avez un bilan comme ça, ce n'est pas normal. Tout que le patient, il vient pour anémie. Il saigne. Donc lui, pardon, excusez-moi, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il saigne, mais il ne saigne pas du tout. Il a une anémie, une altération de l'état général. Donc, on ne comprend pas pourquoi. Et vous vous souvenez, sous Xarelto, le Xarelto, il ne touche pas au fibrinogène. Il peut faire une interférence sur le TP, il peut faire une interférence sur le TCA, mais il ne fait pas d'interférence sur le fibrinogène. Donc, on fait un prélèvement de contrôle qui revient pareil. Je ne sais plus ce que c'est mon animation. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites comme bilan en plus quand même? Vous avez un TP à 40%. Est-ce que votre TP à 40%, ça vous choque ou pas? Alors, il est sous Xarelto. Alors, admettons, il n'est pas sous Xarelto. Imaginez, il n'est pas sous Xarelto. Qu'est-ce que vous feriez comme examen complémentaire? Ouais, les deux sont impliqués. Le fibrinogène va jouer justement sur le TP et sur le TCA puisque vous mesurez un temps de coagulation. C'est pour ça que je vous ai fait ce topo-là avant pour que vous compreniez bien que vous mesurez un temps de coagulation et que si votre fibrinogène il est indosable, vous allez avoir un temps de coagulation qui va être plus ou moins allongé. Il doit en avoir un peu du résiduel, donc on arrive quand même à faire le caillot, mais quand même. Donc, on mesure un temps de coagulation qui est très long. Donc, votre TP et votre TCA doivent être forcément impliqués avec le fibrinogène qui est bas. Donc, on fait quand même, devant un TP bas, on fait quand même les facteurs 2, 5, 7, 10 pour être sûr qu'il n'y ait pas en plus, par exemple, un déficit en 5 qui pourrait ajouter un risque hémorragique, par exemple. Donc, on va un peu plus loin. Et aussi, quand vous avez un fibrinogène à 0,2, dans votre cascade de la coagulation, après, vous avez la fibrinolyse, vous vous souvenez. Et dans la fibrinolyse, vous avez des marqueurs d'activation de la coagulation comme les D-dimères qui sont faciles à faire dans tous les laboratoires. Donc, quand vous avez un fibrinogène bas, il faut voir où en sont les D-dimères. D'accord? Si vous avez une consommation, une CIVD, vous allez avoir des D-dimères au plafond. Donc là, il faut voir s'il a une CIVD aussi. Il faut faire un facteur 5. Il faut suivre la numération plaquettaire. Il faut faire des nums répétés, des bilans d'hémostase répétés. Et puis, il faut essayer de comprendre pourquoi il n'a pas de fibrinogène, ce monsieur. Donc, on lui fait un bilan d'hémostase et on retrouve 2, 5, 7, 10 strictement normaux, mais vraiment strictement normaux, des désimères supérieurs à 20 000. Donc là, on flippe. Et il a une anti-DISA, rivaroxaban. C'est pas inférieur à 0,10, c'est inférieur à 20 nanogrammes par ml. Bon, c'est pareil. Maintenant, c'est inférieur à 20 nanogrammes, je corrigerai. Votre patient, du coup, en fait, il n'est pas compliant, il ne veut pas prendre son traitement, et là, ça fait 2 jours qu'il ne le prend pas. Donc, en fait, le bilan d'hémostase, il est correct. D'accord? Donc là, votre patient, il a réellement 40% de TP, il n'a pas d'anti-DISA résiduel, il a vraiment un fibri inférieur à 0,2, il a vraiment des désimères supérieurs à 20 000. Est-ce que ça vous avez déjà vu ça ou pas encore? Donc, on continue.
Donc, on est dans ce cas-là, hein, TP, TCA allongé. Bon, là, on sait que c'est le fibrinogène. On élimine une hémodilution. On a fait un prélèvement de contrôle. La CIVD, ben, on va voir sur la cinétique. Parce que si ça se trouve, il a 210 000 plaquettes, mais peut-être qu'en quelques heures, ça va se casser la figure. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Soit il a une fibrinolyse et il n'a pas d'insuffisance hépatique, puisqu'il a un bilan d'hépatique complètement normal. Donc, nous, au laboratoire, au niveau de nos bilans d'hémostase, donc à Saint-Louis, on demande toujours s'il y a un traitement pareil à l'asparaginase, mais ça ne donne quand même pas des fibrinogènes inférieurs à 0,2. Est-ce qu'il y a des échanges plasmatiques, mais ça ne donne pas non plus ça, ni des dimères au plafond. On vérifie qu'il n'y a pas de coagulum. On suspecte une hypo ou une dysfibrinogénémie, parfois. Donc, il faut voir le contexte clinique. On contrôle sur un nouveau prélèvement. On peut faire des explorations complémentaires. Bon. Insuffisance hépatocellulaire, c'est pas ça. Post-op, c'est pas ça. Suspicion de CIVD, bon, à voir. Oui. Est-ce que les dédimères aussi élevés, c'est oui, ça peut être. Oui, vous allez voir. Et oui, oui, vous allez voir. Donc là, on fait des prélèvements de contrôle, on en fait, on en refait, on en refait. La numération plaquettaire est toujours normale, le fibrinogène toujours indétectable, pas de coag, des dimères supérieurs à 20 000. Que faites-vous? Alors ça dépend des écoles. On ne le fait pas. Les dédimères, si vous voulez, ça suffit déjà à montrer l'activation de la coagulation. Les produits de dégradation de la fibrine, ça c'est quasiment perdu. Enfin, il y a certains centres qui le font, mais vraiment, pour voir une activation de la coag, les dédimères, ça suffit. Après, il y a des écoles qui font les monomères de fibrine aussi, qui sont un petit peu plus spécifiques quand vous avez un peu des doutes diagnostiques sur CIVD, tout ça, mais ça dépend des labos. Nous, par exemple, on ne fait que les dédimères. Donc, on suit tout ça et on a une fibrinolyse et puis on explore tout ça sur plusieurs jours. Alors, il faut savoir, si je vous fais un petit rappel sur la fibrinolyse, vous avez donc le plasminogène qui se transforme en plasmine, on l'a vu tout à l'heure, sous deux activateurs. Le TPA, qui est synthétisé par les cellules endothéliales de l'utérus, du placenta, des poumons, de la prostate et des tissus cancéreux, sous une forme active. Et ça, c'est localisé au niveau du sang, au niveau de la fibrinolyse. Et vous avez l'UPA qui, lui, va plutôt être synthétisé par les cellules épithéliales rénales et au niveau de la paroi, qui va intervenir au niveau de la paroi vasculaire et du remodelage vasculaire. Donc, le TPA, activateur de la fibrinolyse, qui transforme le plasminogène en plasmine et qui vient dégrader ma fibrine en produit de dégradation de la fibrine et en dédimère. Et on va peut-être aller voir ce qui se passe au niveau du poumon, de la prostate, et de rechercher s'il n'y a pas un cancer en fait au niveau des territoires en fait qui sont riches en fibrinolyse, donc poumon et prostate. D'accord? Donc sur un bilan comme ça qui est stable où vous avez beaucoup de fibrinolyse, il faut penser au territoire où il y a beaucoup de fibrinolyse, donc poumon, prostate, vessie, et puis chez la femme, utérus, placenta. Ouais, ouais, ouais. Là, on avait. En fait, comme vous avez l'activation de la fibrinolyse, et justement, on avait fibrinogène très très bas et des dimères au plafond. Mais c'est. Ouais, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Même le facteur 5, il n'avait pas bougé. Pourtant, il est un peu dégradé par la plasmine et il n'a jamais bougé. Donc, il était toujours stable comme ça, plusieurs jours. Et du coup, ils ont fait un bilan néoplasique avec un PSA très, très élevé, un bilan d'extension et on a diagnostiqué chez ce patient-là un cancer de la prostate sur une fibrinolyse. Voilà. Donc, c'était un beau dossier, un gros dossier. Mais il faut y penser. Voilà. Quand vous avez vraiment une fibrinolyse qui n'est pas expliquée, allez voir au niveau des. Il faut faire un bilan néoplasique. Et puis, poumon, cancer, poumon, prostate, vessie, utérus. Et le dernier, après je laisse la parole à Nathalie, t'es bavarde. Une dame de 77 ans qui est retraitée, IMC à 17, qui a comme antécédent un asthme. Ouais. Oui, non. Ouais.
Bah, on aurait pu mettre du fibrinogène, mais ça peut aussi thromboser, sachant qu'il y a quand même un terrain onco. On peut mettre un peu de PFC, mais on y va doucement. Mais t'aurais fait, Nathalie? Ouais, le cancer, la cause. J'avais une autre question. Donc, en quoi l'anémie du patient avec le cancer de la prostate, ça devait être une anémie inflammatoire. Je vous avoue, je n'ai pas refait tout le dossier, mais c'était sûrement l'anémie l'anémie du cancer. Mais en tout cas, il ne saignait pas. Voilà. Alors ensuite, donc cette dame-là, elle a un asthme, elle consulte aux urgences pour douleur du membre inférieur droit et sciatique. Au scanner, il voit une discopathie dégénérative Alcatel 5 avec hernie discale. Ils prescrivent une ponction lombaire. Et quel bilan prescrivez-vous et quel bilan faut-il prescrire avant de faire une ponction lombaire? De quoi? Je ne sais plus pourquoi il faisait une ponction lombaire. Si, parce que je crois qu'il suspectait une virose en plus. Il voulait voir les viroses là-dedans. Je ne sais plus où elle devait. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont prescrit une ponction lombaire. Voilà. Donc, on fait l'anum TPTCA fibri. Et là, vous tombez là-dessus, avant la ponction lombaire. Pardon? Non, mais dites. Alors, un syndrome lymphoprolifératif donc, à étiqueter hein, avec l'hyperlymphocytose à 12 gigas, le graphe où il faut vraiment faire un frottis pour regarder un peu la tête des cellules. Vilbrantakis, là maintenant tout de suite, là je peux pas encore conclure. C'est un peu trop tôt. En tout cas, qu'est-ce qu'il a comme anomalie au niveau du... Donc, en cyto, il va falloir faire des explorations complémentaires. Hein. On a une hyperlymphocytose, donc je laisse la place aux cytologistes. Et du côté de l'hémostase, en plus, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, l'APL, est-ce que je la fais là? Non, surtout pas. D'accord? Donc, ils l'ont faite. Ça s'est bien passé. Donc, quand vous demandez un bilan, enfin vous, la Terre entière, hein, quand on demande un bilan d'hémostase, on regarde les résultats. On en reparlera encore après avec Nathalie. On regarde les résultats avant de faire un geste. Toujours. Si vous demandez un bilan, il faut regarder le résultat. Ça, c'est la règle d'or. Donc là, on a un TCA-TCK allongé. Qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on a le temps. Hein. C'est une patiente qui vient. Il voulait voir s'il y avait une méningite. Il voulait faire des sérologies dans le LCR. Je n'ai pas mis tout le dossier. Il faisait 150 pages. Donc, il y avait une indication à faire une PL. Là, on a quand même un peu le temps. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vraie vie? Rechercher une prise d'héparine. Donc là, il n'y en a pas. On fait une antidissa en douce et on voit qu'il n'y en a pas. Ça fait à 0,10. Les facteurs. Donc d'abord, on demande un prélèvement de contrôle. Dans la vraie vie, sauf si c'est l'urgence que ça saigne de partout, là, on fait directement la voie endogène. Là, si on a le temps, on fait un prélèvement de contrôle. Donc, il faut qu'on exclue un risque hémorragique avant de faire un geste invasif. Donc, on fait 8, 9, 11, 12 et on voit les résultats. Donc, l'APL, normalement, on ne la fait pas. Et voilà les résultats qu'on a. Donc là, qu'est-ce qu'on conclut?
Non, normalement, on ne conclut pas ça. On n'y touche pas. Touche pas à la patiente. Donc là, on a un déficit sévère en facteur 11 qu'on recontrôle sur un deuxième prélèvement parce que quand même un bilan comme ça, c'est quand même pas fréquent. On retrouve la même chose. Donc, il n'y a pas d'autres facteurs, il n'y a pas d'effet anticoagulant circulant, il y a rien. Donc là, on s'orienterait vers quelle étiologie pour cette patiente-là? Je parle juste du déficit en 11, hein, je ne parle pas du côté cyto. Donc, elle a 77 ans. À l'interrogatoire, elle dit qu'elle n'a aucune anamnèse hémorragique. Elle a déjà eu des interventions, tout s'est bien passé. On a vu tout à l'heure que le déficit en 11 constite, ce n'était pas vraiment corrélé à la clinique, mais bon, il y a quand même des limites. Et là, on a du inférieur à 1%. Et vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous parlais de l'hémophilie acquise, on a franchement des facteurs 8 qui sont très, 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 très bas. Donc là, on se dit, bon, il faut quand même qu'on voit si c'est constite ou si c'est acquis. Donc, on fait une recherche d'anticorps antifacteur 11. Donc, on refait l'interrogatoire. En fait, depuis 1 an, elle a des ecchymoses, pas vraiment de saignement extériorisé, pas de syndrome, pas d'autres syndromes hémorragiques muqueux. Et là, on recherche et on titre. D'abord, on fait une recherche d'anti-11, elle est positive, et après, on fait un titrage. C'est pareil que pour l'anti-8. Et on trouve un titrage à 38 unités Bethesda. Donc là, on a un déficit, on a la présence d'un inhibiteur. Donc là, on a un déficit acquis sévère en facteur 11 qui n'a pas saigné. Enfin, qui n'a pas saigné au moment de la l'APL. En tout cas, ils ont eu de la chance. Donc, pour cette patiente-là, en examen complémentaire, ils ont fait la fonction rénale et hépatique normale. Il y a une IgM à 5 grammes par litre. Dans le LCR, il y avait une méningo-radiculite à VZV. En hématologie, ils ont mis soit une LLC atypique, soit une néoplasie lymphoproliférative inclassable. Donc là, après, elle a été adressée en consulte d'hémato, mais j'arrête là pour le cas d'hémato parce qu'après, c'était encore complexe. Et en fait, elle avait un déficit acquis en facteur 11 sur un syndrome lymphoprolifératif avec un score de Matutes à 3. Donc, il y a eu d'autres cas de déficit acquis qui ont été décrits en 11, donc c'est quand même très rare. Ça a été rapporté associé à des gammapathies monoclonales. Par exemple, il y a eu un cas qui a été publié en 2001 d'une femme de 75 ans, un peu la même chose. Bon, là, c'était une LMMC non traitée, pas d'événement hémorragique. Ils ont fait une ponction lombaire sans complications. Voilà, il faut croire que ça ne saigne pas tant que ça, mais bon, je ne jouerai pas. Et ça peut être associé à d'autres maladies auto-immunes, à des cancers ou à des maladies cardiovasculaires. Voilà. Donc, message clé, quand vous avez un déficit en facteur, vous ne touchez pas. Et quand vous avez un TCK allongé, il faut toujours l'explorer. D'accord? Hémophilie C. Alors, on ne parle plus d'hémophilie C. On parle de déficit en facteur 11. Donc, il y a hémophilie A pour le 8, hémophilie B pour le 9 et déficit en facteur 11 pour le déficit en facteur 11. Voilà. Voilà, voilà. Merci. Je laisse la place à Nathalie. Alors, Nathalie. Il y avait une autre. Attends, je finis juste. Quel a été le traitement pour